L'ail des ours est une herbe assez comestible qui pousse dans nos sous-bois. On en trouve souvent dans les endroits humides ou au bord des rivières. C'est une plante très expansive lorsqu'elle se plaît dans un coin de forêt où le milieu est très favorable pour elle, alors elle va coloniser les sous-bois en formant de vastes étendues. On va se trouver avec des petits champs d'ail des ours à droite à gauche dans certaines forêts. C'est une plante vivace, donc une fois qu'elle s'est installée quelque part, elle va revenir tous les ans toute seule. On n'a pas besoin de s'en occuper parce qu'elle pousse toute seule, et donc planter de l'ail des ours dans les sous-bois, c'est faire ce qu'on appelle de l'agriculture sauvage. On modifie l'écosystème pour que, de façon sauvage, la plante pousse toute seule. Et ce qu'on peut faire pour une plante comme l'ail des ours, on peut le faire à l'échelle d'à peu près toutes les plantes d'une forêt. Pour les plantes de couverture de sol comme l'ail des ours donc, mais aussi pour les plantes grimpantes comme le lierre et surtout pour les arbres eux-mêmes. C'est la version écologique, naturelle et optimale de ce qu'on appelle en permaculture une forêt comestible. C'est la technique de production de nourriture qui nécessite le moins d'énergie pour fonctionner car une fois qu'on l'a mis en place, l'écosystème produit tout seul, de façon autonome, la nourriture qu'on va consommer. En fait, il existe un ordre naturel d'évolution de la végétation de nos écosystèmes français qui tend à faire évoluer toutes les terres sur lesquelles les humains n'ont aucune activité vers des forêts. Le territoire naturel sauvage de la France, quand l'humain ne fait rien, c'est 80% de forêt. Et donc, quand les humains abandonnent un lieu, alors ce lieu se transforme naturellement en forêt. On appelle ce phénomène la succession écologique. En agriculture permanente, on cherche à transformer l'écosystème pour produire de la nourriture sans intervention humaine et donc sans travail pour le faire fonctionner. Ce qu'on cherche à faire, c'est fabriquer des écosystèmes qui fonctionnent tout seuls, de façon sauvage, complètement autonome. Et donc le moyen le plus efficace pour y parvenir, en France, ça va être, dans 80% des cas, une forêt. Parce que si on fait n'importe quoi d'autre qu'une forêt, la nature sera une force qui s'opposera à nous pour transformer ce qu'on a fait en une forêt. Et il faudra lutter contre la nature et donc dépenser de l'énergie et du travail pour maintenir notre création. Les herbes folles envahiront nos champs, puis des arbres commenceront à y pousser. Des ronces recouvriront nos potagers et des arbres encore viendront s'installer au milieu de ces plantes pionnières et peu à peu, la forêt occupera tout l'espace. Alors que si on fait une forêt dès le début, on n'a pas à dépenser d'énergie pour lutter contre la nature. Parce qu'on a fait ce que la nature aurait fait de toute façon. On va dans le même sens que la nature et donc on n'a presque aucun travail à fournir pour entretenir notre création. Mettre en place une forêt comestible, c'est construire un biotope qui ne demande aucun entretien. Parce que la forêt est l'état naturel de la France. Dit autrement, la France, à l'état naturel, c'est une forêt géante. Et donc dans une forêt, on n'a pas besoin d'arroser, de désherber, de pailler, de semer, de rempoter, de mettre de l'engrais ou de faire quoi que ce soit. On n'a absolument rien à faire. Une forêt comestible, ça produit tout seul de la nourriture. Alors comment on fait une forêt comestible, vous allez me dire ? Comme pour beaucoup de choses en permaculture, on commence par l'observation. La première chose à faire, c'est de repérer quelles sont les essences nourricières qui poussent naturellement dans un écosystème. Parce que c'est les essences natives qui permettront d'avoir des forêts le plus sauvages possible. C'est le système optimal. Une forêt sauvage fonctionne toute seule, se reproduit toute seule, elle est stable et elle est endurante aux aléas climatiques. Pour rendre les choses un peu concrètes, je vais vous prendre l'exemple de ma forêt. Dans cette forêt, on trouve entre autres essences nourricières, des châtaigniers, des noyers, des chênes et des noisetiers. Par ailleurs, la lisière de la forêt est occupée par des ronces, des églantiers et il y pousse également des fraises des bois. On a donc à l'état naturel et sans avoir rien à faire, des marrons, des noisettes, des glands, des noix, des mûres, des baies d'églantiers et des fraises des bois. Les marrons sont une source de glucides importante. On va y trouver le même intérêt que la pomme de terre ou le blé dans l'alimentation. Et d'ailleurs, ça fournit un excellent complément à la pomme de terre en hiver pour les glucides. Les noisettes et les noix sont une source de lipides. Les noisettes en contiennent environ 60% et les noix environ 65%. Les glands de chêne sont parfaitement comestibles pour les humains. Le problème, ça va être d'éliminer le tanin, mais il existe toutes sortes de méthodes pour le faire. Jacob Caru a fait une excellente vidéo pour montrer une de ces méthodes. Et puis, j'ajouterai à cette liste d'essences nourricières une plante qui n'est pas une essence nourricière à proprement parler, mais qui est une ressource importante, à savoir le lierre qui me permet de faire ma lessive. Alors pareil, il y a une excellente vidéo de Marie Cachet pour montrer comment on fait de la lessive de lierre. C'est un exemple de plante grimpante qui va occuper un étage intermédiaire entre la couverture de sol et la cime des arbres. Voilà en gros pour les arbres et les plantes nourricières de cette forêt-là. Donc, alors, il y en a d'autres, mais là je vous donne les grandes lignes. Et bien évidemment, ce que vous devez garder à l'esprit, c'est que dans d'autres écosystèmes, ce sera peut-être des essences nourricières totalement différentes. La nature sauvage est différente dans toutes les régions de France et il suffit de regarder la fenêtre d'un train quand on voyage pour s'en rendre compte. À d'autres endroits, vous aurez peut-être des oliviers par exemple, ou des pommes sauvages, ou d'autres essences. Ça va dépendre de la région dans laquelle vous vous trouvez. C'est pour ça que le travail d'observation est le premier à effectuer. Il ne devra pas être mené uniquement sur votre terrain, mais tout autour. Dans votre village d'abord, mais aussi dans les autres villages, dans les villages autour du vôtre. C'est un travail qui vous permettra d'établir une liste et des plantes comestibles qui poussent à l'état sauvage dans votre écosystème. C'est quelque chose qui va être différent pour chacun d'entre vous selon l'endroit où vous vous trouvez.
Une fois qu'on a fait ce travail d'observation et qu'on a identifié quels sont à l'état naturel les arbres et les plantes qui produisent de la nourriture, une fois qu'on a fini de faire la liste, si vous voulez, eh bien, on va construire un écosystème autour de ces arbres et de ces plantes. Alors, concrètement, dans ma forêt, je favorise les châtaigniers, les chênes, les noyers et les noisetiers. Lorsqu'il y en a un beau qui pousse à un endroit où l'arbre n'aurait naturellement pas pu grandir et devenir adulte, eh bien, je le déterre et je le replante dans la forêt à un endroit où il pourra survivre, grandir et devenir adulte. Le facteur génétique est parfait puisque ce sont des arbres natifs de cet écosystème et que je choisis les plus beaux. La seule chose qui les aurait empêchés de vivre, c'est pas la qualité de leur gène, c'est le hasard qui les a placés à un endroit défavorable. Je corrige le hasard et c'est tout ce que je fais. En déplaçant ces arbres, je relance les dés et j'annule les effets du hasard. En complément de ma forêt comestible, j'ai également un verger. Je produis une demi-douzaine de variétés de pommes, des poires, des cerises, des prunes, des coings, des abricots, des amandes, des figues et toutes sortes d'autres fruits. Mais le truc dont je suis en train de vous parler, c'est pas un verger, c'est une forêt comestible. On est dans ce qu'on appelle en permaculture la zone 4, c'est-à-dire la zone semi-sauvage. C'est dans cette zone semi-sauvage que je fais pousser mes champignons, par exemple. J'y produis de la nourriture avec quasiment aucune intervention de ma part. C'est une forêt comestible qui sera toujours là dans 100 ans. C'est de l'agriculture permanente. Et petit à petit bout par petit bout, j'améliore le système en introduisant de nouveaux éléments. Par exemple, comme vous l'avez compris, j'ai introduit l'ail des ours dans cet écosystème. L'ail des ours est une espèce dite sciaphile, elle tolère bien l'ombrage et elle s'installe lors du dernier stade de la succession écologique. C'est donc une plante qui a parfaitement sa place dans une forêt aboutie parce que c'est le milieu dans lequel elle pousse naturellement, toute seule, à l'état sauvage. Si l'expression forêt comestible est une invention moderne, le concept qui se trouve derrière, lui en revanche, il est le fruit d'une très longue tradition. Depuis des millénaires, les humains ont planté des végétaux pour produire leur nourriture, et l'idée d'intégrer des arbres fruitiers à des ensembles organisés pour optimiser la production de la nourriture, c'est une idée vieille comme la civilisation. Ce sont des savoirs que nos ancêtres maîtrisaient. On a tendance à l'oublier, mais ils étaient capables de survivre sans avoir besoin d'acheter la totalité de leur nourriture dans un magasin. Cela implique quelque chose de très simple, ils maîtrisaient des techniques de production de la nourriture qui n'étaient certes pas parfaites, et elles se sont d'ailleurs améliorées de génération en génération, mais dont il faudrait faire preuve d'une extraordinaire mauvaise foi pour dire qu'elles ne marchaient pas. Et on a la chance d'y avoir accès à ces techniques parce que les chercheurs, les forestiers, les agronomes et les botanistes du 19e siècle ont constitué une littérature extrêmement abondante qui détaille les moyens de faire pousser des arbres pour produire de la nourriture. L'industrialisation de l'agriculture, à partir de la seconde moitié du siècle dernier, a relégué un peu tous ces savoirs au second plan, et puis peu à peu, on a fini par les oublier. Qui se souvient aujourd'hui que le meilleur moyen de lutter contre les insectes nuisibles aux arbres était, pour les auteurs du 19e siècle, non pas de répandre des pesticides, mais juste de laisser cohabiter les oiseaux avec les arbres de nos vergers afin qu'ils fassent la chasse aux dits insectes. Et ça marchait. Qui se souvient que lorsque l'on disait aux cultivateurs d'utiliser de l'engrais liquide, ce à quoi on faisait référence, c'était pas un produit synthétique dans une bouteille en plastique, mais juste à de l'urine. Et ça marchait aussi. 70 ans après l'industrialisation de l'agriculture, en réaction à cette modernisation des techniques de production, il y a un nombre croissant de gens qui se tournent vers d'autres techniques de production alimentaire qui leur sont présentées comme révolutionnaires. Et en un sens, c'est vrai, il y a bien des idées révolutionnaires dans les ouvrages de Bill Mollison ou Martin Crawford. Mais la substantifique moelle de ces idées, elle a absolument rien de révolutionnaire. On entend à nouveau que le meilleur moyen de lutter contre les insectes nuisibles aux arbres, c'est non pas de répandre des pesticides, mais juste de laisser cohabiter les oiseaux avec les arbres de nos vergers. On entend à nouveau que le meilleur engrais liquide pour un arbre, c'est d'uriner sur son tronc. En fait, comme dans beaucoup de domaines, les modernes n'ont pas inventé le fil à couper le beurre, ils le redécouvrent. On commence à être nombreux à déterrer ces ouvrages du 19e siècle, et on a décidé d'en tirer un livre d'invitation au voyage dans les bibliothèques du 19e siècle. Son but est de faire découvrir ces savoirs oubliés, ces techniques qu'on a abandonnées il y a 70 ans de cela, mais qui pourtant fonctionnent très bien. On a commencé par établir une liste d'une centaine d'ouvrages de cette époque et on s'en est procuré 74 que nous avons lus en intégralité. L'exercice est plus complexe qu'il n'y paraît parce que trouver ces livres dans une version physique lisible fut parfois extrêmement compliqué. Chacun d'entre nous a lu un petit nombre de livres, puis établi une fiche de lecture avec les qualités et les défauts de chaque livre. Et enfin, nous avons mis nos ressources en commun pour sélectionner les 17 livres qui nous paraissaient les meilleurs. Ce petit bouquin, qui se lit assez vite, il y a moins de 70 pages, c'est une compilation du contenu relatif à la fois à la sylviculture et à l'arboriculture fruitière de l'ensemble de ces 17 livres. Certaines parties ont été réécrites et un peu modernisées, d'autres, la majorité du livre, sont littéralement des copier-coller avec des modifications mineures, et puis d'autres, enfin, ont été intégralement écrites par nous.
Ce livre est gratuit et libre de droit, donc vous pouvez le diffuser et le copier comme bon vous semble. Il est disponible en téléchargement gratuit sur le site de Bertrand. Vous le trouverez en 2 versions, une destinée à la lecture à l'écran et l'autre destinée à l'impression, pour si vous voulez en faire vous-même une version papier. Vous trouverez le lien vers le site de Bertrand dans la description de cette vidéo. Vous pouvez également vous procurer le livre en version papier. Plusieurs personnes ont commencé à le mettre sur différentes plateformes d'impression en ligne. Alors pareil, je vous mettrai un ou deux liens dans la description. Et puis enfin, vous pouvez télécharger le fichier directement dans sa version imprimable sur le site de Bertrand et puis le faire imprimer vous-même via un service de print on demand. Mais regardez cette quantité de prunes. Cette quantité de prunes. Si ça c'est pas légendaire, je sais pas ce que c'est. Regardez-moi ça. Et le goût, Kika qui est pas un goût légendaire, je sais pas ce que c'est. Regardez cette quantité légendaire de prunes. Regardez. Regardez. La légende a parlé. Alors, le goût. Le goût.